Bonjour, il est 15 h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Djibouti, capitale mondiale du tourisme 2018, Djibouti et son président sacré, Académie européenne du tourisme. Et dans l'actualité internationale en Syrie, mission de l'ONU à Douma pour aider les experts de l'OIAC à enquêter sur un éventuel gaz chimique. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Dès son arrivée à l'esplanade du Palais du Peuple, accompagné du Premier ministre et de la Première Dame, le président de la République a été accueilli donc ce matin par les membres du gouvernement, les parlementaires ainsi que le haut cadre du département du tourisme. Eh bien, cette journée a vu plusieurs réalisations qui ont pu valoir au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le président qui a reçu donc ce matin le prix mondial du tourisme. Sur ce point, Choukri Ali est avec nous sur ce plateau pour nous donner des plus amples explications. Bonjour Choukri. Bonjour Ali. Eh bien, ce matin, le chef de l'État a été donc sacré par le tourisme, par le Conseil européen du tourisme, et Djibouti a été élu capitale mondiale du tourisme également. Pour cette année 2018. Effectivement. Bonjour à vous. Éventuellement, aujourd'hui, notre président a été honoré et notre pays a été bien sûr distingué. Et ceci, Ali, est incontestablement le fruit de beaucoup de travail et d'efforts, de beaucoup de rigueur, mais aussi de sérieux. En effet, Ali, grâce à la politique d'ouverture prônée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti s'affirme chaque jour davantage comme une véritable destination attrayante pour les touristes, mais aussi pour les investisseurs. Donc, sous la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, notre pays n'a cessé de promouvoir son formidable potentiel touristique, son extraordinaire diversité culturelle, mais aussi ses prodigieuses opportunités d'investissement. Donc, Ali, il faut le rappeler également que la destination de Djibouti est aujourd'hui aimée et appréciée pour la diversité de son patrimoine naturel et culturel, que notre pays est ouvert sur le monde avec ses qualités de dynamisme, de solidarité, de modernité, mais aussi d'esprit d'innovation. La nation djiboutienne a donc été ce matin réunie, bien sûr, la moitié de la nation djiboutienne réunie ce matin au Palais du Peuple Ali, comme les Djiboutiens ont pu suivre en direct sur nos ondes radio-télévisées de Djibouti, a été également debout ce matin et acclamé le chef de l'État pour cette remise officielle. Il faut rappeler également, Ali, que Djibouti est devenu ce matin capitale africaine, il faut le dire. C'est le seul pays en Afrique qui a été élu par ce Conseil européen du tourisme. Et la mondialisation, Ali, il faut rappeler, les médias traditionnels, les nouveaux moyens de communiquer ont permis à chacun de découvrir les endroits les plus reculés, le peuple les plus méconnus, les plus isolés. Cette réalité a faciliter le tourisme, la visite des lieux les plus insolites, les plus éloignés, qui est également aujourd'hui possible, envisageable pour chacun de nous. Dans cette large offre, chaque pays possède ses atouts, Ali, et ses spécificités. Djibouti ne déroge pas à la règle. En effet, selon les centres d'intérêt, les différentes formes de tourisme que propose la République de Djibouti sont aussi variées que n'importe quel autre pays. En tant que jeune nation, il est aisé bien sûr pour nous de voir les stratégies mises en place, les progrès réalisés ainsi que le chemin parcouru au cours de ces dernières années. Et ce ne serait pas mentir que d'affirmer, Ali, que l'élan pris par notre pays dans le domaine du tourisme coïncide avec l'accession de son Excellence Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême de notre État. Donc plusieurs réalisations qui ont pu valoir à Ismaël Omar Guelleh, le président de la République, de recevoir ce prix mondial de tourisme, Ali. Le président djiboutien a été récipiendaire cette année 2018, lettre aux dirigeants mondiaux du tourisme et du développement pour son leadership visionnaire en matière de tourisme. La liste n'est pas exhaustive, Ali, mais on peut déjà citer les principales réalisations qui ont pu valoir récemment au président Guelleh le prix mondial du tourisme. La reprise des activités d'Air Djibouti en août 2015, la marque de renaissance de cette compagnie aérienne étatique dans un secteur aérien africain de plus en plus concurrentiel. Djibouti ainsi confirme sa position de plaque tournante du commerce et du transport global, stratégiquement située sur la deuxième plus importante route maritime. Des liaisons vers l'Europe, mais aussi l'Asie, doivent commencer en 2018 et Air Djibouti ambitionne de transporter 200 000 passagers par an.
Djibouti est également, Ali, l'un des pays où il est plus facile d'entrer pour les étrangers. La République de Djibouti, dans le visa, il faut le rappeler, à l'arrivée aux citoyens de presque tous les pays européens, asiatiques et africains, ici même à l'aéroport international de Djibouti. Le journal européen de tourisme Visa Openness 2018 classait donc Djibouti en deuxième position parmi les pays africains qui facilitent l'entrée sur leur territoire national. Donc Djibouti, une ville propre. Tous ceux qui ont visité cette contrée de Djibouti ont pu voir notre très joli site touristique, comme on peut le citer, Ali, le lac Assal, mais aussi le lac Abbé, les plaques tectoniques, on peut voir, mais aussi les coraux, la baleine qui est visitée de novembre en mars de chaque année, où on se rend compte de l'afflux des baleines sur nos marées à Arta Plage, mais également des campements touristiques, Ali. Choukri, il faut le dire, donc la sécurité est sans aucun doute un élément plus important qui a fait la promotion du tourisme à Djibouti. Il faut le dire, les hommes d'affaires et les touristes venus du monde entier se sentent à l'aise à Djibouti, et bien aussi les infrastructures hôtelières de grand standing sont nombreuses. Bien sûr, les infrastructures sophistiquées, il faut le dire, Ali, Djibouti se positionne comme une probable capitale régionale et multinationale voulant faire des affaires en Afrique de l'Est. C'est ainsi une destination de choix pour les agences de voyage et les opérateurs. Djibouti, Ali, est une économie en plein essor et le secteur du tourisme peut en être bien sûr bien fier. Donc la distinction du chef de l'État ce matin par le Conseil européen du tourisme pourrait jouer un rôle de catalyseur pour développer l'économie du tourisme qui possède beaucoup d'avantages absolus. On peut citer également une biodiversité terrestre, Ali, bien sûr, où si tu pars par exemple dans la forêt Vudaï, tu peux rencontrer le francolin, Ali, ou la migration de requins-baleines, comme je le disais tout à l'heure, la faille du rift que l'on peut admirer d'eau sous la mer, une biodiversité animale unique avec le francolin donc, et de Goda et la gazelle Béra. La distinction que vient de recevoir le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Aguelé et la République de Djibouti, donc à l'académicien, donc sera une bonne perspective, Ali, pour la croissance économique de notre pays. Le secteur du tourisme pourrait jouer un rôle important dans cette croissance. Le développement du tourisme est une axe important de la stratégie de Djibouti pour l'horizon 2035. Merci Choukri Ali pour ces explications. Il faut le dire et répéter à milliers de reprises, Djibouti est la capitale mondiale du tourisme 2018. Ce privilège, effectivement, doit être fier de ce prix. C'est le premier pays de l'Afrique qui a reçu cette honorable distinction avec en substance celui du chef de l'État qui est récipiendaire du prix de l'Académie européenne du tourisme et de la culture. Mesdames et messieurs, nous reviendrons pour les plus amples informations après l'appel à la prière d'Al-Asr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Djibouti, donc sacrée capitale mondiale de la culture et du tourisme 2018, a eu le privilège d'être le premier pays d'Afrique à recevoir cette honorable distinction avec en substance le chef de l'État Ismaël Marguelé qui a reçu le prix de l'Académie européenne du tourisme et de la culture. Et bien justement, le chef de l'État s'est exprimé ce matin au Palais du Peuple. Il a indiqué dans la première partie de son discours que cette distinction, aussi méritoire qu'elle soit, nous la prenons ni comme une consécration, ni comme une récompense, mais comme un encouragement à préserver sur la voie que nous nous sommes tracés dans le développement du tourisme. Je vous propose de le suivre. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que j'accueille cette distinction. À travers moi, c'est Djibouti et sa population que vous venez d'honorer. Je tiens donc, tout d'abord, Monsieur le Président, au nom du peuple djiboutien, à vous exprimer mes remerciements personnellement, aussi bien que l'Académie que vous dirigez, pour cette marque de confiance et d'estime que vous nous témoignez. Cette distinction, Monsieur le Président, aussi méritoire qu'elle soit, nous la prenons ni comme une consécration, ni comme une récompense, mais comme un encouragement. Un encouragement à persévérer sur la voie que nous nous sommes tracés dans le développement du tourisme. C'est toujours gratifiant de se voir soutenu dans ses efforts, surtout par une institution comme la vôtre qui a toujours défendu une vision du tourisme et de la culture créée, centrée sur l'humain. Mesdames et messieurs, il y a différentes façons de définir et de percevoir Djibouti et son peuple. Certains parlent de nous comme d'un caillou au milieu du désert. D'autres, sans doute nostalgiques d'une époque coloniale, pourtant révolue, nous réduisent à une pancarte sur laquelle est écrit territoire des Afars et des Issa. Les plus innovants nous identifient à une base stratégique pour les puissances militaires. Mais heureusement pour nous, mesdames et messieurs, il se trouve encore beaucoup de personnes de par le monde qui ne nous réduisent pas à ces clichés et à ces étiquettes anachroniques. Pour nous et pour tous ces citoyens du monde qui ont eu l'occasion de séjourner dans notre pays, Djibouti, c'est cette terre de rencontres et d'échanges, au confluent de toutes les routes maritimes, terrestres et aériennes. Pour nous et pour tous les citoyens du monde, Djibouti, c'est une histoire et même une préhistoire.
que la géologie, la géographie et l'archéologie ne cessent de raconter à travers les temps et les âges. Ceux qui se sont émerveillés devant la beauté primitive du lac Abbé, ceux qui ont accompagné une caravane sur la banquise du lac Assal, ceux-là ont le ressenti de ce qu'est Djibouti. Et c'est sans doute parce qu'ils ont ressenti cette magie d'un espace envoûtant que Tazieff et Rimbaud ont parlé en leur temps d'un livre de géologie à ciel ouvert et d'un paysage lunaire. Eh bien, le chef de l'État a indiqué dans la deuxième partie de son discours qu'il se réjouit de cette reconnaissance internationale de notre pays comme capitale mondiale de la culture et du tourisme. C'est ce qu'a précisé le président Guelleh. Il a également indiqué que la stratégie de développement du pays est très sensible aux bienfaits du tourisme, à son impact sur la croissance, à son rôle dans la lutte contre la pauvreté en une décennie. Et grâce à tous les efforts engagés par le gouvernement afin d'augmenter son attractivité, Djibouti a plus que quadruplé la proportion des touristes. Je vous propose de suivre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons donc aujourd'hui de cette reconnaissance internationale de notre pays comme capitale mondiale de la culture et du tourisme. Notre pays renferme des sites qui valent bien des détours. J'ai cité tout à l'heure le lac Assal et le lac Abbé, mais j'aurais pu citer les fresques préhistoriques d'Abourma ou encore la forêt primaire du Daï. Je pourrais citer aussi l'extraordinaire biodiversité de notre flore et de notre faune qui comprend des espèces endémiques comme le francolin de Djibouti ou la gazelle Beira. Je pourrais également mentionner l'extraordinaire richesse culturelle de nos communautés, ces nomades enracinés dans leur territoire, mais aussi ces citoyens qui sont les fruits d'un melting pot historique et qui fait de Djibouti un havre de tolérance et de vivre ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans notre stratégie de développement, nous sommes très sensibles aux bienfaits du tourisme, à son impact sur la croissance, à son rôle dans la lutte contre la pauvreté. En une décennie, et grâce à tous les efforts engagés pour augmenter son attractivité, notre pays a plus que quadruplé la proportion des touristes. Naturellement, le gouvernement encourage cette dynamique créatrice d'emplois pour nos jeunes et génératrice de devises pour notre économie, à tel point que nous n'avons pas hésité à ériger l'industrie touristique comme un des piliers économiques de la vision de 2035. Dans la compétition mondiale effrénée qui anime le secteur du tourisme, nous voulons rester lucides pour éviter de tomber dans certains écueils. Nous ne voulons pas sacrifier au tout tourisme des territoires et des écosystèmes que nous savons fragiles. Nous ne souhaitons pas bâtir ce secteur encore bourgeonnant sur un modèle économique qui pille et torpille l'équilibre écologique des territoires et des populations. Face aux promesses court-termistes et consuméristes d'une industrie touristique qui souvent dégrade, pollue et détruit, nous voulons sortir du piège manichéen du tout-tourisme ou son contraire pour une solution responsable qui intègre l'industrie touristique dans un schéma de développement durable. Djibouti a fait le choix d'un tourisme de niche
qui met en relation les individus, les cultures et les civilisations. Le choix d'un tourisme qui a un rôle important à jouer dans le dialogue des cultures et dans le vivre ensemble. Le choix de l'équilibre entre nos objectifs de développement et l'indispensable protection de nos patrimoines sociaux, culturels et environnementaux. C'est un choix difficile, dont les dividendes, bien que prometteuses, ont pour l'heure encore maigres. Mais un choix que mon pays assume par devoir d'équité et de justice vis-à-vis des générations futures de notre pays. Le moment fort donc de cette journée, de cette conférence du tourisme et de la culture 2018, c'est quand le plus haut responsable de l'Académie européenne et du tourisme et de la culture a octroyé la distinction à la plus haute de l'Académie, avec à la clé un prix prestigieux bien mérité qui a récompensé le numéro 1 djiboutien, le président de la République, Ismaïl Marguelé, pour son effort inlassable pour notre pays, pour que notre pays devienne un havre de paix et de diversité, ainsi qu'une destination privilégiée par les touristes du monde entier. Djibouti est sacré pays du tourisme mondial de l'année 2018. Excellence présidente Ismaïl Omar Guelleh et maintenant académicien. Félicitations. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, effectue une mission à Washington où il prend part aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent du 16 au 22 avril prochain. À la tête d'une délégation de cadres de son département, Moustapha Mohamed Mahmoud profite de cette plateforme pour échanger et partager des informations et des expériences sur des thématiques économiques ou sociales. C'est aussi pour lui l'occasion d'évoquer avec les institutions de Bretton Woods la question de l'efficacité de l'aide et de l'appui de la Banque mondiale et d'étudier les projets financés lors des séminaires et des conférences organisées autour des mêmes sujets. Le MENFOP a démarré donc sa semaine de travail du lundi 16 avril avec la rencontre de l'expert qui a fait une présentation sur son rapport phare du groupe de la Banque mondiale portant sur le développement dans le monde et surtout le rapport 2018 intitulé « Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation » dont monsieur Déon Filmer est co-directeur. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie marquant le retour du détachement des forces armées djiboutiennes qui a pris part à l'exercice militaire bouclier du Golfe 1 de la coalition islamique qui vient de s'achever en Arabie Saoudite. À leur descente d'avion, ces militaires des forces armées djiboutiennes ont été accueillis avec les honneurs par une importante délégation composée des hauts responsables de l'état-major des forces armées djiboutiennes, dont le général brigadier Tahir Ali Mohamed, sous-chef d'état-major de la défense, et le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA, ainsi que le chef de corps de la garnison de Djibouti et la directrice du personnel civil de la défense. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a passé donc en revue le détachement de retour de mission rassemblé sur les tarmacs de l'aéroport international de Djibouti et salué au passage un par un les militaires djiboutiens engagés dans l'exercice militaire bouclier du Golfe 1 organisé par l'Arabie Saoudite.
Par la suite, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est adressé à ses militaires de retour de mission. Vous avez pris part, a-t-il indiqué, à un exercice de la coalition islamique du 18 mars au 16 avril 2018 qui s'est déroulé sur le site de Jubal en Arabie Saoudite avec la participation de 25 États dans 10 pays africains, 13 pays arabes réunis au sein de la coalition islamique, les États-Unis de la Grande-Bretagne. C'est le roi de l'Arabie Saoudite, gardien de 2 lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz, qui a présidé la clôture de cet exercice militaire, a précisé le SEMGA. Le drapeau de la République de Djibouti a flotté à cette occasion sur le site de Jubal, où s'est tenu le défilé militaire clôturant ces manœuvres militaires, où un détachement composé d'une trentaine de militaires des forces armées djiboutiennes ont participé activement sous le regard attentionné du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, à la tête d'une importante délégation dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense ainsi que les autorités militaires des forces armées djiboutiennes. La République de Djibouti a adhéré en décembre 2015 à la coalition islamique car notre pays joue un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix et la sécurité au niveau régional et international. Cet exercice militaire bouclier du Golfe auquel plusieurs forces armées issues des pays africains et arabes ont participé entre dans le cadre de la préparation des projets didactiques militaires multilatéraux dont le but est de renforcer les relations de la coopération militaire entre les pays participants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En plus, le SEMGA, a-t-il martelé, favorise l'échange d'expériences et des connaissances militaires. Je suis convaincu, a-t-il indiqué, et honoré de la manière dont vous êtes acquitté avec brio la mission qui vous est confiée. Vous avez ainsi porté haut le nom de la République de Djibouti, de son peuple et de son gouvernement. Je vous remercie dignement durant votre séjour et les exercices militaires que vous avez effectués en Arabie Saoudite. Fin de citation. Enfin, la cérémonie donc de ce matin a été clôturée par des animations culturelles autour d'un pot de bienvenue organisé au sein du poste de commandement de l'armée de l'air djiboutienne à l'aéroport international d'Ambouli. وضنا إسماعيل عمر قيلي إنما ضماري يقانو ملك تلقى هداية سلام ما خفو هايستا madaxweyne umadiisa mideeyo musuq maasuq ka caadado laba dalka leeyahay sida ma ku haysta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. Autre actualité de ce 15h, les travaux sur l'atelier national de consultation sur les protocoles de l'IGAD se poursuit au deuxième jour. Durant cette seconde journée, plusieurs thèmes ont été abordés comme l'impact de la migration et la libre circulation des personnes sur la création de revenus et à la réduction de la pauvreté et bien d'autres sujets comme la migration locale et urbaine, la migration régionale et la migration internationale peuvent tous contribuer à la réduction de la pauvreté. Rappelons que les recommandations du cadre de la politique migratoire de l'IGAD sur ces 3 jours de travaux exhortant les États membres de l'IGAD à adopter et à appliquer des protocoles appropriés visant l'application progressive de la libre circulation des personnes, du droit de résidence de l'établissement y compris l'accès à un emploi légal dans le pays de destination sans nuire à l'emploi de ses ressortissants.
l'IGAD a cet atelier sur le mouvement des personnes dans la région de l'IGAD. C'est un protocole qui est en train d'être discuté dans les pays de l'IGAD. Et là, c'est l'atelier national à Tadjoura, dans cette ville, où les différentes parties prenantes sont invitées à donner leur avis, à discuter ce protocole qui sera par la suite négocié entre les États de l'IGAD. C'est un processus important pour la liberté de circulation et dans un contexte migratoire que vous connaissez à Djibouti, qui est très important. Donc nous sommes particulièrement attentifs et heureux d'avoir été consultés en tant que Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Asma Boubacar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Eh bien, nous commençons avec le Mali, avec cette nécessité d'améliorer donc la sécurité des casques bleus selon le Conseil de sécurité. Oui, la sécurité donc des casques bleus déployés au Mali doit encore être améliorée après l'attaque les ayant visé le week-end dernier à Tombouctou, la plus importante depuis leur déploiement en 2013. C'est ce qu'a estimé le Conseil de sécurité. Eh bien, les membres du Conseil de sécurité ont souligné l'importance de continuer à prendre des mesures sur le terrain afin d'améliorer la sécurité du personnel de la MINUSMA. C'est ce qu'a indiqué donc toujours selon l'ONU à l'issue de consultations du Conseil tenu à huis clos. Selon une source diplomatique, les responsables de l'ONU ayant présenté au Conseil de sécurité une première évaluation de l'attaque encore non revendiquée et ses conséquences. C'est ce qu'ont souligné qu'elle interpellait par sa brutalité et sa sophistication. Un casque bleu a été tué et 7 militaires français blessés lors de l'attaque qui a duré environ 4 heures. Certains des assaillants étaient déguisés en casque bleu et ont utilisé des véhicules maquillés au code de l'ONU ou des forces armées maliennes selon l'état-major français. Eh bien, en Syrie, cette fois, nous le disions en titre, cette mission de l'Organisation des Nations Unies à Douma pour aider les experts de l'Organisation internationale de l'interdiction des armes chimiques à enquêter sur une éventuelle utilisation de ces armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Oui, effectivement, Ali, une équipe de l'ONU est en dialogue avec les autorités syriennes et russes à Douma pour permettre aux experts d'enquêter le plus tôt possible sur les lieux de l'attaque chimique présumée perpétrée dans cette ville proche de Damas. C'est ce qu'a indiqué hier des responsables des Nations Unies. L'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques est au point mort. Une équipe d'experts internationaux ne pouvant se rendre sur place pour des raisons de sécurité après qu'une mission de reconnaissance de l'ONU a été la cible de tirs mardi. Cette attaque présumée au gaz toxique qui a fait au moins 40 morts à Douma, le 7 avril, on le rappelle, selon des sécuristes, a déclenché des frappes de Washington, Paris et Londres contre des installations du pouvoir syrien et un pic de tension diplomatique inédit. Nous terminons avec cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre, avec l'affaire Skripal. Londres dénonce le comportement irresponsable de Moscou. Oui, effectivement, le Royaume-Uni qui dénonce le comportement irresponsable de Moscou, accusé d'avoir empoisonné un ex-espion russe et sa fille dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et Moscou qui rejette l'enquête britannique qui essaie de tromper tout le monde. Les deux pays se regardent en chien de faïence et font du Conseil de sécurité de l'ONU le théâtre de leur confrontation. Nous demandons toujours à la Russie de s'impliquer dans l'enquête indépendante britannique, a déclaré Karen Pierce, l'ambassadrice britannique aux Nations Unies, car nous avons là le cas d'un pompier pyromane qui veut enquêter seul sur un incendie qu'il a lui-même déclenché. Et Vasily Nebenzia, l'ambassadeur russe aux Nations Unies, a quant à lui opté pour la métaphore littéraire en prenant soin de faire référence à une œuvre britannique, je cite: « Quand j'entends certains de mes collègues ici, j'ai l'impression que l'on est dans Alice au pays des merveilles, voire dans Alice de l'autre côté du miroir. Notre partenaire occidental n'est pas intéressé par la vérité. » Fin de citation. Et on le rappelle, pour Londres, il s'agit d'un neurotoxique développé en URSS dans les années 70 et pour Moscou, qui se base sur les analyses d'un laboratoire suisse. Il s'agit d'un produit qui n'a jamais été utilisé en Russie. Merci Asma Boubacar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.